l'idée de tout ce travail-là, c'est au moins d'éviter 99% des actions qui sont pas assez bonnes pour intégrer mon portefeuille, tu vois. Déjà, en faisant ce travail inversé, en éliminant toutes les entreprises qui n'ont pas les bons fondamentaux, tu te prémunis de beaucoup de risques. Et l'investissement, c'est en partie des maths. Mais quand tu coupes une perte, que tu récupères ton capital et que sur ce capital-là, tu le réinvestis ailleurs et que tu fais une bonne performance, c'est toujours mieux que de le laisser continuer de descendre. Salut Clément, comment tu vas? Salut, très bien, merci. Et toi? Très bien, très content de te recevoir sur le podcast Clément. Ça fait longtemps que je te suis de loin, ça fait longtemps que j'ai envie de t'interviewer de loin et une conférence, enfin un sommet nous a rapprochés un peu indirectement. Et donc voilà, je suis vraiment super content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc Clément, bravo, youtubeur finance et principalement en bourse. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter rapidement? Ouais, bah avec plaisir. Alors en gros, moi c'est assez simple. À la base, je suis pas du tout du milieu de la finance. Je suis kinésithérapeute, donc vraiment rien à voir à l'opposé de tout ça. Et il y a 2 ans et demi maintenant, je me suis lancé sur YouTube sous format un peu podcast, interview comme ça, parce que je me sentais un peu seul à investir en bourse dans mon entourage. Et j'avais très vite l'impression que dès qu'on parlait d'investissement en bourse, ouais, dès que tu parles d'investissement en bourse autour de toi avec tes potes, etc., c'est rapidement oula, t'es fou, c'est risqué, qu'est-ce que tu fais, tu vas perdre ton argent, etc. Bon, bref, moi je m'y retrouvais pas trop, donc je me suis dit, je vais me rapprocher de personnes qui sont déjà sur les réseaux, qui sont déjà implantées, pour potentiellement leur proposer des interviews, des podcasts et discuter avec eux, et ce qui fera que je vais également évoluer personnellement à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que je me suis lancé, sans aucune prétention d'activité professionnelle ou quoi que ce soit à ce moment-là. Et j'ai continué les vidéos petit à petit sur YouTube, Instagram, et j'en suis arrivé à janvier 2024, donc il y a 6 mois. Je viens de passer les... Non, je ne suis pas encore, bientôt à 6 mois. J'ai stoppé mon job de kiné pour être à 100% sur mon activité digitale, où j'aide les jeunes actifs à investir en bourse et à se former à l'investissement. Donc c'est aussi une grosse distinction que je veux faire. C'est pas du conseil financier, je leur dis pas quoi acheter, mais l'objectif c'est vraiment de leur faire comprendre comment créer et comment gérer leur propre patrimoine et leur propre portefeuille. Donc le but c'est vraiment de les autonomiser, de leur donner l'autonomie pour qu'ils puissent le gérer eux-mêmes, voilà, qu'ils deviennent leur propre conseiller financier, pour essayer au maximum de se prémunir des intermédiaires qu'on peut avoir. Et souvent, tu le sais mieux que moi, mais souvent les intermédiaires classiques en banque, assurance, etc. prennent beaucoup de frais. Donc rien qu'avec cette connaissance-là, je sais qu'ils vont y gagner énormément. Et après, potentiellement avoir besoin d'un CIF ou d'un CGP pour l'optimisation, ce genre de choses, mais pour vraiment les profils plus avancés. Donc voilà, en gros, me voilà 2 ans et demi après ma première vidéo YouTube, 100% indépendant et passionné de bourse et d'investissement. Donc c'est très cool. Et du coup, t'es que, on va dire, toi, les sujets que tu abordes et sur lesquels vraiment tu t'es fait expertise, c'est uniquement sur la bourse, ou tu as aussi testé et éventuellement créé du contenu sur d'autres types d'invest, type immobilier, crypto ou quoi, ou tu t'es resté vraiment que focus sur la bourse? Ouais, focus bourse. Bourse et finances perso. En gros, pour moi, déjà, l'investissement, le socle de l'investissement, c'est les finances personnelles. Si tu n'as pas un truc très carré à ce niveau-là, c'est impossible de prendre des bonnes décisions. Si tu ne sais pas combien d'épargne de côté tu as, si tu ne sais pas combien tu épargnes tous les mois, si tu ne sais pas... en gros, tes dépenses, tes revenus, toutes ces données-là sont, voilà, exactement. Toutes ces données-là sont fondamentales pour ensuite prendre des bonnes décisions d'investissement. Donc c'est un peu un sujet que j'aborde. Et ensuite, 80-90% du sujet, et de ce que j'aborde sur les réseaux, c'est vraiment l'investissement en bourse. Donc l'investissement passif, l'investissement actif via les actions, mais vraiment la bourse. J'ai pas trop ouvert encore à l'immobilier, même si moi j'en fais de mon côté. Je ne pense pas que j'ai l'expertise assez poussée pour vraiment en parler. Je peux en parler de manière superficielle pour les premières questions, et j'ai quand même des connaissances, mais j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai des connaissances assez poussées pour aider réellement les gens qui veulent passer au next step. Je connais des personnes qui ont mon âge et qui ont 40 lots immobiliers, tu vois, donc je pense qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi avec mes 3 lots de mon côté. Mais j'aimerais bien... tu vois, par exemple, les SCPI, ce genre de choses-là, c'est quand même des investissements qui m'attirent. Non pas pour le moment en nom propre, mais parce que je vais pas tarder à investir avec ma société, et c'est des investissements qui
qui semblerait être assez intéressant quand tu investis à travers une société. Donc forcément, un sujet que je vais développer pour moi-même et que je vais creuser parce que ça me plaît, je vais peut-être développer des connaissances dessus et potentiellement partager dessus plus tard. Mais pour le moment, c'est focus bourse. Puis c'est ce qui me plaît le plus. Ok. Et toi, tu as commencé à quel moment, là, du coup, la bourse? T'as commencé... Est-ce que tu fais partie de la génération Covid ou tu as commencé avant? Yes. J'ai commencé avant. J'ai commencé par une assurance vie pilotée en 2019, donc c'était avant le Covid. Et j'avais vraiment zéro connaissance. J'avais mis 1000 balles sur l'assurance vie pilotée. Okay. Pas de DCA, rien du tout. Vraiment 1000 balles en mode c'est déjà incroyable, c'est ouf. Et ça me faisait presque flipper à cette époque-là. C'était un type RoboAdvisor, type Yomoni, Nalo? Ouais, RoboAdvisor, ouais. Okay. Exactement. Et du coup, j'ai commencé avec ça. Je m'y intéressais de plus en plus parce qu'en fait, avec la kiné, on était quand même libéral. Donc, j'avais une rémunération qui était correcte à ce moment-là. Et forcément, je mets de l'épargne de côté. Et qu'est-ce qu'on en fait? Je me suis intéressé à ce sujet-là. J'ai quand même été assez passionné depuis assez jeune de l'argent. Enfin, c'est pas... j'aime pas l'argent en mode il faut en accumuler le plus possible et en mode gros pixou. Être le plus riche du cimetière. Voilà, exactement. C'est pas forcément le but, mais j'ai toujours quand même... Déjà, j'ai eu une éducation financière par mes parents. J'ai jamais flambé. J'ai toujours fait attention un peu à mon budget et j'ai toujours voulu en fait jouer au jeu de l'argent, quoi. Et voilà. Et en gros, 2019, je commence. 2020 arrive le Covid. 1 mois et demi d'arrêt au cabinet. On travaille plus, tout est fermé. Et là, je me suis dit, let's go, c'est le moment de te plonger à 200% dans l'investissement en bourse parce que il me semblait que c'était le plus intéressant pour moi à ce moment-là. Et c'est pendant le Covid que je me suis formé. J'ai fait que ça des journées de 8h à 20h tous les jours, quoi. Et t'en as profité aussi pour créer ta chaîne. Tu l'as créée à ce moment-là ou tu l'as créée plus tard? Non, j'ai créé plus tard. J'ai créé la chaîne, je l'ai créée fin 2021. Okay. Donc quasiment 2 ans après. Ok, donc t'as attendu de cumuler un peu d'expérience et ouais. et d'investir. Ouais. Ok, du coup, si maintenant on se focus sur un peu l'épisode du jour, on va parler vraiment de ta stratégie en bourse et un petit peu du stock picking, parce qu'on va quand même plus creuser ce sujet-là. Toi, aujourd'hui, que penses-tu, tu vois, un petit peu du débat ETF stock picking? Parce que c'est souvent des stratégies qui s'opposent. Moi, j'ai clairement tendance à mettre en avant plus la gestion passive, donc les ETF, surtout pour les gens qui n'ont pas trop de connaissances ni le temps de construire un portefeuille boursier. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce débat? Je ne sais pas si on va appeler ça un débat, mais de ces deux stratégies qui s'opposent, tu vois. À la fois, on va dire, pour toi, mais aussi pour ta communauté ou les gens qui se lancent en bourse. Alors là, je pense qu'il y aurait 3 heures de podcast à faire sur ce sujet parce que c'est vague. Mais pour moi, en fait, c'est un peu un faux débat pour moi parce qu'on oppose aujourd'hui beaucoup l'investissement passif avec les ETF de l'investissement actif. Mais moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai les deux. Et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas profiter à la fois des avantages de l'investissement passif et des ETF et à la fois des désavantages de l'investissement actif parce qu'il y en a aussi. On a plus le choix sur les positions qu'on a en portefeuille. On peut vachement contrôler notre pondération. On peut apprécier le fait d'analyser une entreprise pour comprendre ce qu'elle fait, comprendre ce qu'on a en portefeuille, ce qui est beaucoup moins le cas quand on investit sur des ETF. Donc pour moi, il y a vraiment les deux avantages et il ne devrait pas y avoir de guéguerre entre les investisseurs passifs et les investisseurs actifs, à mon sens, parce que ça dépend en fait du profil de chaque personne. Clairement, aujourd'hui, tu viens me voir et du temps qu'on est prêt à y passer aussi. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, j'ai une théorie qui n'est pas du tout validée par la science. C'est vraiment une théorie made in Clément. C'est que un investisseur passif qui s'intéresse à l'investissement en bourse va construire son premier portefeuille ETF. Et moi, à force de discuter avec les gens sur les réseaux, parce que depuis le temps quand même, j'ai discuté avec je ne sais combien de personnes, je me rends compte que l'investissement passif, c'est bien, mais que la plupart du temps, les gens, en fait, c'est ennuyeux de base, mais c'est le principe. Ouais, c'est le principe de l'investissement passif. Mais vu qu'ils se font chier, en fait, ils vont venir casser leur stratégie d'investissement passive pour aller faire des petites dingueries sur les cryptos ou alors d'aller tenter un coup sur une action ou alors de se mettre à faire du stock picking mais sans forcément les connaissances nécessaires. Et je pense qu'il y a effectivement des investisseurs qui sont 100% passifs qui le resteront et à qui ça va très bien de ne pas s'y intéresser presque parce que les ETF, une fois que tu as mis ton portefeuille en place, c'est good. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une partie des gens qui trouvent ça tellement ennuyeux et qui aimeraient s'intéresser à l'investissement de manière plus approfondie qu'ils se perdent un peu dans l'entre-deux, investissement passif, investissement actif.
et qui viennent en fait dans cet entre-deux-là où en fait ils font les deux. Et ils restent pas uniquement passifs. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai un peu ce feedback moi des personnes. Bah, moi, ce que je constate aussi, c'est que tu l'as très bien dit, l'investissement en ETF, donc passif, c'est chiant. À proprement dit, c'est chiant. Et en fait, je pense que ce qui manque, enfin, ce qui donne envie aux gens de faire du stock picking, moi le premier, hein, c'est, je pense, un peu la stimulation intellectuelle. Parce Ouais, bien que sûr. quand tu commences à mettre un pied dedans, tu as envie de comprendre, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de, quand tu t'intéresses aux entreprises. Et je pense que le souhait de faire du stock picking, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de, je pense qu'on peut appeler ça un syndrome ou quoi, mais je dirais d'une part, il y a le besoin de stimulation intellectuelle, parce que tu es tellement intéressé, passionné par la chose, que tu as envie de te stimuler intellectuellement pour analyser, comprendre et essayer de faire mieux que le marché. Et tu as aussi le côté un peu, alors ça c'est un peu, je pense que c'est un peu d'ego, tu vois, c'est de faire mieux que le voisin en fait. De dire, ok, bah, putain, j'ai choisi le bon cheval. Alors, avec les risques qui vont avec, hein, donc ça veut dire Bien que sûr. tu vas essayer de faire mieux que le voisin parce que, pas pour le plaisir de dire j'ai fait mieux que toi, mais plus pour dire, putain, j'ai bien bossé, quoi. J'ai trouvé, j'ai eu le flair, j'ai bien fait. Ouais. Avec le risque qui va avec, bah, de faire aussi beaucoup moins bien que le marché. Donc, moi je pense que c'est un peu ces deux syndromes qui font que beaucoup de gens qui commencent l'investissement en bourse et qui ne sont pas convaincus, enfin qui ne se suffisent pas que des ETF finissent par faire du stock picking. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je suis le premier à avoir les deux aussi, tu vois. J'ai tendance à recommander à la majorité de mes clients des portefeuilles que d'ETF parce que je constate que c'est plus adapté à leur profil, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, ni beaucoup de connaissances, ni l'envie de s'y intéresser. Et je considère que finalement, conseiller un portefeuille d'ETF à quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est déjà beaucoup mieux que son assurance vie dans sa banque traditionnelle déjà. Bien sûr. Déjà, tu gagnes 3 couches de frais, la perf, enfin bref, les statistiques, l'étude Spivak, j'en parle beaucoup. Mais je te coupe sur un truc, juste parce que pour moi, tu vois, là, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que certes, c'est plus simple, c'est ennuyeux, et il n'y a pas cette stimulation intellectuelle, mais pour moi, il est capital, même pour les investisseurs passifs, de se former, de comprendre les choses, parce que aussi, des retours que j'ai eus, en fait, en étant au contact des gens qui investissent et au contact des débutants, je me rends compte que, par exemple, sur l'année 2022, donc j'avais déjà commencé sur les réseaux, j'avais déjà des retours. L'année 2022 a été assez compliquée au niveau de la bourse, ça avait pas mal chuté, quasiment 20% durant l'année, c'était remonté. Mais en fait, les investisseurs passifs qui investissent en ETF, c'était eux qui venaient paniquer un petit peu dans mes messages Instagram par exemple, parce que en fait, investir en ETF c'est tellement facile, tellement accessible, qu'ils n'ont pas fait l'effort de comprendre les marchés, de comprendre les bases de la bourse, de l'investissement à long terme, du rapport entre le rendement risque, du fait que investir sur le long terme te permet de te prémunir du risque parce que la bourse, on ne peut pas faire des prévisions, mais la bourse monte sur le long terme quand même depuis 200 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change non plus. Et en fait, ces personnes-là qui n'avaient pas fait cette étape formation, qui paniquaient plus que les investisseurs actifs qui, eux, sont plus passionnés, sont plus formés, sont vraiment à l'étape d'analyse d'entreprise, donc c'est vraiment presque le next step, enfin le final step de l'investisseur particulier, quoi. Et ces personnes-là avaient tendance à moins flipper parce que justement ils avaient fait l'effort de se former, ils comprenaient vraiment ce qu'ils avaient dans leur portefeuille. Donc par exemple, en 2022, tu vois, si l'action Visa chute un petit peu, bah, tu vas pas paniquer, tu vois, tu sais que le réseau VisaNet... Ouais, si les fondamentaux restent solides, tu sais voilà, que... exactement. Et en fait, tu as toutes ces connaissances-là. Et pour moi, même quand tu es investisseur ETF, c'est quand même très intéressant de connaître justement les bases de l'analyse d'entreprise parce qu'un ETF, c'est rien d'autre qu'un groupe d'entreprises. Donc si tu n'es pas capable, par exemple sur un ETF CAC 40, de comprendre un minimum LVMH, Hermès, Schneider Electric et les grosses pondérations de l'indice, en fait, si le CAC 40 il flanche et que les entreprises à l'intérieur flanchent et que tu ne comprends pas pourquoi, tu peux également prendre des mauvaises décisions, tu vois. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est intéressant à creuser sur les investisseurs passifs. Ouais, après, moi, pour donner encore, on va dire, un bon point aux ETF par rapport au stock picking, c'est que, moi, je trouve un des inconvénients du stock picking, je partage ce que tu as dit sur les avantages d'avoir une poche sur stock picking, mais pour moi, il y a un inconvénient quand même, c'est que ça demande quand même de prendre plus de décisions, en fait. Ah oui. Et ça demande, du coup, de savoir quand acheter ou du coup, quelle action acheter, et surtout quand les vendre, en fait. Si tu les vends, bien sûr, parce que tu peux aussi les garder sur le très long terme, mais tu peux avoir un signe noir sur une valeur... hashtag Orpea, tu vois, à quel moment tu la vends, alors que, tu vois, dans un ETF, tu n'as pas à te poser la question. Donc, après, voilà, je pense que c'est toute une question de proportion. Toi, on va dire, dans ta communauté, et même à titre perso, tu as quand même les deux, hein, tu as socle passif et socle actif, hein, c'est ça? Ouais, j'ai 30% sur le socle passif, donc sur un portefeuille de 5 ETF,
que j'ai vraiment essayé d'analyser en profondeur avec les armes qu'on a sur PEA, parce qu'on n'a pas non plus, on n'en a pas 300 millions comme il peut y avoir dans le monde. On n'a pas tout malheureusement, mais essayer de choisir les meilleurs. Et donc ça correspond à 30% de mon portefeuille. Et en fait, cette poche-là, moi je suis assez jeune, j'ai un horizon d'investissement très long. Donc je considère ça comme ma poche sécuritaire, entre guillemets. Alors que... c'est ton fonds euro. C'est ton fonds euro. Voilà, c'est mon fonds euro parce que j'ai un profil de risque assez élevé, que je comprends également l'investissement en bourse, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais justement, cette partie ETF vient un petit peu amener cette diversification, ce contrôle du risque, cette volatilité moins élevée que mon portefeuille action. Donc j'ai 30% là-dessus et 70% sur le stock picking. Et je trouve que l'équilibre des deux me convient très bien parce que tu vois, si je me compare aujourd'hui par rapport au MSCI ACWI, j'ai une meilleure performance d'environ 1,5% par an en moyenne. Et donc je suis à 15, tu vois, entre 15,80 et 16% par an depuis que j'ai commencé. Et le ACWI est à 14,5 à peu près, depuis la même date de départ. Et j'ai une volatilité qui est inférieure au ACWI aujourd'hui. Parce que du coup, le fait en fait de mixer les ETF avec le stock picking me permet d'avoir une bonne perf tout en contrôlant la volatilité du portefeuille. Et je trouve que l'équilibre des deux est top, quoi. Ok. Et si on creuse un peu plus sur ton portefeuille d'abord d'ETF, après on va creuser la partie socle actif, sur le socle passif, donc est-ce que tu es que sur des ETF donc indiciels, donc en visant les indices larges géographiques, ou tu es parti tenter des petites folies sur des ETF sectoriels thématiques, ou tu es resté que sur de l'indiciel classique? Ouais, indiciel classique et du smart beta. Indiciel classique parce que j'ai fait du sectoriel avant. Et c'était pour moi une des erreurs que j'ai fait parce que le sectoriel, c'est très bien quand tu sélectionnes les bons secteurs. Mais ça revient presque à faire du stock picking à l'intérieur même des ETF et des indices. En 2022, quand j'avais un ETF Europe sur la santé, sur la technologie, un sur le luxe. Et en fait, le seul secteur qui s'est pas planté et qui a explosé en 2022, c'était le secteur de l'énergie. Et je l'avais pas. Et là, je me suis dit, bon, ton objectif avec le socle passif, c'est quoi? C'est d'être passif. Donc, qu'est-ce que tu te prends la tête à essayer de sélectionner certains secteurs, alors que si tu prends un Eurostock 600 ou un Eurostock 50, tu as tous les secteurs qui sont représentés et tu te prends pas la tête, tu vois. Et du coup, moi, mon objectif avec le socle passif, c'est que ce soit passif, vraiment passif. Donc, je me prends pas la tête, j'ai mes ETF, ils sont sélectionnés. J'ai fait bien le travail en amont pour essayer d'avoir la pondération qui me correspond pour que ce soit complémentaire et que ce soit quand même cohérent par rapport à mon portefeuille stock picking. Parce que imaginons aujourd'hui si j'ai 80% d'entreprises américaines au niveau du stock picking et que je mets 70% sur le S&P 500 dans mon socle passif, ça fait pas sens, tu vois. Genre c'est full US, ça. À moins que tu le veuilles qui est pas cohérent. Oui, bien sûr. À moins que je le veuille. Très grosse exposition aux US. Voilà, ça fait une très grosse exposition, donc j'essaie d'avoir quand même une cohérence dans tout ça. Et après, le but, c'est DCA bête et méchant sur le socle passif. Donc une fois par mois, je me connecte, je regarde un petit peu quel ETF est le plus loin de ma valeur cible et j'ajuste. Ouais, exactement. Okay. Et tu peux les partager quel indice tu suis je sais pas si c'est quelque chose que tu partages en public ou quels sont les ETF choisis? Alors, je S&P 500, Eurostock 50 et pas Eurostock 600 parce qu'après avoir poussé un peu les recherches sur les deux indices... Je d'avoir ton avis là-dessus, ouais. Pour quelle raison plutôt le 50 que le 600? Quand tu regardes la performance de l'ETF Eurostock 50 par rapport à l'ETF Eurostock 600, il y a quasiment, je crois qu'il y a quasiment 10% de différence sur 10 ans. Donc ça commence à faire une petite diff. Et je pense que tu es largement assez diversifié avec un Eurostock 50 vis-à-vis de l'Eurostock 600. Donc moi j'ai fait ce choix-là. L'Eurostock 600 n'est pas un mauvais choix, tu vois. Genre clairement pas, c'est quasiment équivalent. Juste plus diversifié, quoi. Voilà, exactement. Mais toujours pareil, moi j'ai un profil où la diversification, je trouve déjà qu'avec le socle passif, j'en ai beaucoup. Avec le S&P 500, avec l'Eurostock 50, avec du emerging market aussi en petite quantité, avec du smart beta, j'ai du momentum pour me diversifier au niveau de la stratégie. Ouais, c'est pas éligible au PEA. Donc j'ai les trois premiers S&P 500, Eurostox et Emerging sur le PEA. Ouais. Et sur le CTO, tu as le Smart Beta. Tu as que le Momentum ou tu en as d'autres? Ouais, j'ai Momentum et j'ai également un ETP crypto. Tu vois ce que c'est? Ouais, c'est une sorte d'ETF, mais qui se dit ETP. Ouais, tu suis la paire de la crypto, t'es sur les futurs, c'est ça, non? Non, même pas, t'es sur du... Enfin, c'est pas vraiment du spot, mais en fait, c'est pas un ETF. C'est un Exchange Traded
product. Donc en gros, c'est pas la même appellation que l'ETF, mais ça suit un panier de crypto-monnaies. C'est 21 Shares qui fait ça. Et donc tu suis Bitcoin, Ethereum. Franchement, je regarde même pas Tu suis trop. que ces Genre deux-là ou Binance Coin. tu suis quoi, un top 10 ou Non, top tu 20 suis un des top cryptos? 5 là. Top 5, Je ok. crois que tu suis le top 5 des cryptos. Et les D'accord. cryptos, ça me va très bien, tu vois. Parce que pareil, je m'y intéresse un peu, mais j'investis pas beaucoup parce que les crypto-monnaies, moi, ça m'a fait péter un plomb. Avec les 36 millions de plateformes il faut acheter un jeton là, le mettre sur MetaMask et vas-y, flemme. C'est bon. C'était trop compliqué. Tu te gourdes d'un chiffre, t'as ton Solana qui n'arrive pas. Ah oui, la Du coup, je tête, me c'est le suis dit, on va responsable faire. hein, quand tu fais de la crypto, ouais, effectivement. Ouais, bah, C'est exactement. vrai que Et du coup, la j'ai fait solution que tu as simple. choisie, c'est effectivement la plus simple, on va dire. Par contre, Ouais, après, tu parles pas à la bonne personne parce que moi j'adore la crypto et j'adore l'écosystème, mais quand tu commences à comprendre un peu et que tu commences à mettre le pied dedans, c'est aussi kiffant de vraiment comprendre, ah oui, d'avoir oui. aussi ton portefeuille sur ton cold wallet et compagnie. Tu sais que tu es aussi décorrélé complètement de la finance, quoi. Parce que là, finalement, avec un ETP, tu sais que t'es pas Ouais. vraiment dans la philosophie crypto, quoi. Mais donc ça, je suis entièrement d'accord Mais avec tu te toi. fais Et pas c'est là chier. aussi où je me suis imposé mes propres limites dans le sens où je sais que c'est pas forcément une appétence que j'ai, c'est pas forcément Mhm. une expertise que j'ai. Donc je me suis dit, quel est le plus simple? Ouais, comment tu peux t'y exposer de manière simple et c'est Voilà. très bien, Et quoi. tu vois, sur mon ETP, j'ai fait j'ai fait, je crois, 120% de perf dessus. Et ben, j'ai ralloué un Et tout petit peu, tu vois, t'aurais parce fait que pareil finalement, ouais, j'aurais modulo les sûrement fait frais, hein, pareil. mais Ouais. t'aurais fait, à part les frais que te prennent certainement le TP, t'aurais fait quasi pareil que si tu l'avais fait solo, donc en réalité, Ouais, ça reste une exactement. super façon de s'exposer, quoi. Et tu es sur une plateforme qui est régulée via un compte titre. Et moi, j'aime bien cette sécurité-là, entre guillemets, parce qu'avec tout ce qui s'est passé sur la crypto, mine de rien, bon, faut faire. Alors Normalement, c'était c'est pas là où moi du mauvais. coup moi je te coupe aussi là, c'est que parce que tu parles d'exchange, si tu le mets sur ton cold wallet, là du coup t'as plus les risques de hack, t'as plus les risques de faillite de plateforme. Le seul risque que tu as Oui, bien quand tu sûr. le mets sur un portefeuille froid, c'est de perdre ton mot de passe, quoi. Ouais, Voilà, c'est un autre faut, problème, mais faut pas, c'est faut un pas faire vrai le risque, couillon. hein, mais voilà. Après, il y a aussi, enfin, tu peux, comment dire, tu peux annuler ce risque qu'il y a eu avec FTX et compagnie, quoi. Mais Oui, effectivement, bien ça sûr. demande, bah, voilà, de Mais t'acheter un cold voilà, wallet, de mettre les mots de passe, de le transférer, c'est tout ce que un tu n'as pas eu envie de écosystème faire, quoi. différent avec, voilà, avec toutes les connaissances qu'il faut développer sur ce pan, cet écosystème-là, quoi. Yes. Donc voilà, pour Ok, Socle donc Passif, maintenant, en gros, ouais, socle ça reste passif, simple. du Hein. coup, PEA, simple, tu as S&P 500, Eurostox et Emerging, et puis Smart Beta, donc un seul Smart Beta finalement Momentum. Est-ce qu'il y a Mm. une raison pour laquelle tu as choisi le Momentum? Est-ce que c'est par rapport au perf historique? Est-ce que c'est une conviction? Est-ce que c'est par Par rapport à quoi? rapport au. Bah alors, du coup, par rapport au perf historique, c'est quand même quelque chose qui était assez intéressant. Et ensuite, j'aime bien l'idée de me décorréler aussi d'une stratégie indicielle classique, dans le sens où le momentum, c'est en fait un indice qui va être basé sur la psychologie de l'investisseur. Hein. Donc, ça suit en fait les boîtes qui sont en tendance haussière. Et c'est quelque chose que manuellement, nous, en tant qu'investisseurs C'est dur, quoi. particuliers, faire du momentum, c'est très très compliqué. Il y a des stratégies de dual momentum, ce genre de choses-là, mais il faut quand même prendre des décisions tous les mois en fonction de ce qui se passe sur le marché. Alors c'est quoi ça, Tu le peux... dual momentum? Tu peux en dire un peu plus? Enfin, si tu sais. Ouais, le dual momentum, c'est... Alors, je suis pas forcément l'expert là-dessus, mais en gros, c'est un switch entre le S&P 500 et des obligations. Je pense que c'est des obligations à 10 ans, donc Mhm. vraiment en mode full risque, zéro risque. Ouais, Et en en fonction des fonction conditions de marché, tu viens Exactement. Ouais. rééquilibrer. Ok. Par exemple, si le S&P 500 perd 10%, vu que tu es dans une stratégie momentum plutôt baissière, tu vas passer sur le non risqué. Donc tu vas Sur en le fait deal, vendre ok. ton S&P 500 pour passer sur les obligations. Et à l'inverse, quand tu es sur une phase haussière, du coup tu repasses sur le S&P 500. Mais tu as des calculs et des algorithmes qui calculent ça et qui te disent vraiment quand est-ce qu'il faut passer quoi, sur ce... Mais c'est pas du tout quelque chose que je fais. Je trouve ça trop compliqué. Et quitte à utiliser mon cerveau pour essayer de prendre des bonnes décisions, je préfère faire du stock picking plutôt que du momentum et du timing comme ça, parce que ça reste du timing du coup. Bah ouais. Ok. Donc du coup, ETF Momentum pour pimenter un peu le portefeuille passif, Ouais, quoi. exactement. Même si ça Et pour reste du quand coup même décorréler pas un non peu plus la ultra stratégie. risqué, mais ouais. Non, bien sûr, mais t'es quand même sur une stratégie un peu différente par rapport aux indices classiques où la psychologie de marché rentre en compte, où l'aspect tendanciel, les tendances haussières rentrent en compte. Donc c'est quand même un style différent quoi. Ok. Donc maintenant, socle passif,
maintenant, on va pas passer au socle actif, qui est là où je pense qu'on Yes. aura plus de choses à se dire, parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse le plus. Et je pense que je vais nommer aussi l'épisode plutôt axé sur la partie stock picking, parce que c'est là où je pense que tu as le plus de valeur aussi à nous apporter. Donc aujourd'hui, tu as 70% de ton portefeuille qui est sur le stock picking, donc ça veut dire que tu y passes du temps et que tu as bien creusé le sujet. Est-ce que tu as une stratégie qu'on peut nommer, tu vois, parce qu'il y a sur le stock picking, tu as un million de stratégies, Oui, bien sûr. dividendes croissants, qualité, croissance, Yes. machin. Est-ce que toi, tu as plutôt une tendance que tu suis? Est-ce que tu fais un mix de stratégies sur les choix de tes valeurs? Alors, moi, c'est plutôt, on va dire, de l'investissement quality, donc vraiment essayer de trouver les entreprises qui sont de la plus haute qualité possible. Mais ensuite, je ne mets pas forcément d'autres filtres. Par exemple, je m'intéresse autant aux large caps qu'aux mid caps, qu'aux petites capitalisations. Donc vraiment, l'objectif, c'est de trouver, ou en tout cas analyser des entreprises qui sont de très très bonne qualité. Et qu'est-ce que j'entends par très très bonne qualité? J'entends des entreprises qui ont des finances extrêmement solides, que ce soit au niveau de la croissance, on pourra en parler un peu après, mais de la croissance, de la rentabilité, de la santé financière, de son dividende, de sa performance passée aussi, parce que justement cet aspect momentum, quand on regarde un peu sur les 10 dernières années, si l'entreprise surperforme largement, c'est qu'il y a quand même une raison. La plupart du temps, sur 10 ans, les cours de bourse, en tout cas au niveau des actions, correspondent plus ou moins à leurs fondamentaux. Voilà. Si tu as des fondamentaux de merde, tu auras une performance de merde et, voilà, et voilà. Et inversement. Donc au niveau financier, ensuite, si les entreprises se qualifient à ce niveau-là, donc si vraiment elles ont des très bonnes notes sur mon système d'analyse, je passe sur le système d'analyse qualitative fondamentale où là, j'ai 33 questions et je vais vraiment creuser hyper loin sur l'entreprise. Donc quelle est son activité, qui sont ses clients, comment est-ce qu'elle vend ses produits, quels sont les risques, qui est le PDG, comment ça se passe pour les salariés à l'intérieur de la boîte, quelles sont les faiblesses, où est-ce qu'elle opère, etc. Enfin, plein de questions, j'essaie vraiment de pousser le truc. Et ensuite, pareil, j'ai une checklist pour essayer de voir si l'entreprise est de qualité à ce niveau-là. Et en fait, mieux elle est notée, mieux elle est notée, moins il y a de risque en fait. Une entreprise qui est mal notée, c'est peut-être qu'elle est exposée peut-être 100% en France, qu'elle a un seul produit, que donc si ce produit il est défectueux ou machin, ça peut entraîner de gros risques pour la boîte. Si le PDG est payé 10% du résultat net, c'est qu'il est en train de se goinfrer et c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus pour la boîte, etc., etc. Donc le but de ça, c'est de minimiser un maximum le risque. Et justement, j'essaie de voir ça un peu comme ce que disait Charlie Munger. Il disait invert, always invert. Donc inverser, toujours inverser. Et l'idée de tout ce travail-là, c'est au moins d'éviter 99% des actions qui sont pas assez bonnes pour intégrer mon portefeuille. Tu vois. Déjà, en faisant ce travail inversé, en éliminant toutes les entreprises qui n'ont pas les bons fondamentaux, tu te prémunis de beaucoup, beaucoup de risques. Et c'est ce qu'on veut faire en bourse, hein, c'est d'essayer d'avoir la meilleure performance possible en prenant le moins de risques possible. Et du coup, voilà. Donc, j'ai ces 2 étapes et ensuite une étape de valorisation pour essayer d'acheter ces boîtes-là à des prix qui ne sont pas déconnants parce que forcément, je suis pas... Quand elles sont bonnes, c'est qu'elles ont déjà été pressées par le marché, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, on n'est pas... Enfin, moi, j'ai pas la prétention de dire que je trouve des entreprises qui n'ont jamais été trouvées par d'autres, tu vois. Donc, clairement, une entreprise de qualité, la plupart des investisseurs le savent qu'elle est de qualité. Dans tout ce que tu as dit, j'ai eu 1 million de questions qui sont venues, mais du coup, je t'ai laissé terminer. Alors, je vais reprendre sur ta... Let's go. Déjà, sur la partie checklist. J'ai l'impression, tu vois, qu'en fait du stock picking, on est un peu obligé d'avoir une checklist, en fait. Même que, quel que soit notre niveau, j'ai l'impression qu'on est obligé, soit qu'on ait une checklist mentale ou écrite. Tu as parlé de... Toi, tu as séparé, donc, si je dis pas de bêtises, tu as parlé de qualitatif et de quantitatif, c'est ça? Ouais. Alors, ce que tu appelles le quantitatif, c'est quoi? Ça va être les ratios financiers, principalement. Ça va être vraiment sur Ouais. des valeurs où tu vas avoir des ratios minimum ou maximum à pas dépasser et qui doivent respecter les critères. Ouais, exactement. Par exemple, croissance. Si je regarde la croissance, je vais avoir la croissance du chiffre d'affaires. Donc, je vais la regarder sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Pareil pour le bénéfice, pareil pour les cash flows, pareil pour les perspectives de croissance plus tard. Et en fonction de la croissance qu'elles ont, par exemple pour le chiffre d'affaires, si elles ont plus de 12% de croissance, ça va être 2 points. Si elles ont entre 8 et 12%, ça va être 1 point. Si c'est moins de 8%, c'est 0 point. Et du coup, comme ça me permet de mettre des points. Et j'ai un critère que je partage assez souvent et qui je vois pas trop, mais que je trouve excessivement intéressant. On dirait que je me jette des fleurs, mais c'est pas le cas, c'est juste que je trouve ça cool. Mais en gros, c'est que la moyenne à 5 ans soit supérieure à la moyenne à 10 ans. Parce que si la moyenne à 5 ans est supérieure à la moyenne à 10 ans, ça veut tout simplement dire que l'entreprise est plutôt sur une phase ascendante que descendante, que de décroissance. Ouais.
Et des entreprises peuvent être de très bonne qualité, d'avoir de très bons résultats, mais si en fait on voit que la moyenne à 5 ans est inférieure à celle à 10 ans, c'est peut-être qu'elle est en train de plafonner un peu, tu vois. Et c'est pas forcément les entreprises que j'ai envie d'avoir en portefeuille, ou alors il faudrait pousser l'analyse un peu plus. Mais voilà, sur tous les critères, j'essaie de voir si la moyenne à 5 ans est meilleure que la moyenne à 10 ans, et pour essayer de trouver des entreprises qui sont plutôt dans un bon momentum, quoi. Et ça veut dire que tu as quoi? T'as un Excel en fait, et avec des formules et tu calcules des points, c'est ça? Comment tu Ouais, peux... alors en gros, j'ai un filtre initial où je regarde. Sur Guru Focus, ils ont fait une étude où justement ils montrent la corrélation, parce que tu sais, ils ont un score Guru Focus. Je sais pas si tu connais Guru Focus. Ouais. Donc ils ont un score, par exemple, tu vas avoir 98 sur 100 et ils vont en fait noter ta croissance, noter ta profitabilité, ta rentabilité, noter également ta santé financière, le momentum et la value. Donc momentum, value, ça m'intéressait pas trop, mais par contre, je me suis dit, et en fait, j'ai regardé cette étude-là, et cette étude montre très clairement que les entreprises qui ont eu les meilleures notes au niveau croissance, santé financière et rentabilité ont eu les meilleures performances. Et tu avais vraiment une corrélation forte entre la note et la performance, tu vois. L'entreprise qui a 10 sur 10 avait la meilleure performance, et ensuite c'était 9, 8, 7. Donc tu avais vraiment une forte corrélation. Donc je me suis dit, tu vas prendre 3 critères et ça va te faire ton filtre de base. Donc tu veux une croissance du chiffre d'affaires, par exemple, supérieure à 10%, une rentabilité, donc on va prendre le ROCE. Le ROCE, c'est le rentabilité sur capital employé, donc il prend à la fois la rentabilité sur les capitaux propres, mais aussi sur les dettes de l'entreprise. Et donc je prends ce ratio-là aussi, je veux minimum 10% par exemple ROCE, et une santé financière suffisante. Donc là, je regarde, imaginons le DTI, le Debt to Income, donc comparer la dette par rapport aux bénéfices de la boîte, et en combien d'années la boîte pourrait rembourser ses dettes grâce à ses bénéfices. Et ça me fait 3 filtres de base. Et en fait, avec ces 3 filtres, je trouve des entreprises qui sont intéressantes et que ensuite je fais passer. Tu vas creuser plus. Ouais. Tu as ta deuxième exactement. Qui passe, quoi, c'est ça. Ouais. Et là maintenant, en fait, ça va carrément plus loin parce qu'avec les personnes qui sont dans le programme, que j'ai formé à toute la stratégie, toute la méthodologie que j'ai mis en place, ce qui est très cool, c'est qu'il y en a qui se sont vraiment passionnés pour ça. Et j'ai moi mon qui système. Te donnent des idées. Même pas, qui font des analyses en fait. Donc en fait, j'ai une mini team d'analystes à l'intérieur du programme. Ils sont 5 là. Tu as créé ta team de stratégistes, analystes financiers. Ouais, mais c'est trop bien. Tu vois, il y a un mec qui m'a développé un Excel parce qu'en fait, j'utilise un site qui est payant pour aller récupérer toutes les données, ce qui était un peu une limite pour eux. Et donc en fait, il a créé un Excel où il a utilisé tous les autres sites qu'on peut utiliser, à savoir FinChat, TradingView, Yahoo Finance, etc. Tous les sites gratuits pour recréer un Excel où eux, ils peuvent faire les analyses de manière gratuite, tu vois. Donc c'est trop cool. Ok. Super intéressant. Et du coup, donc j'ai un Notion assez énervé. Ouais. Je sais pas si je peux montrer l'écran, mais parce que ça sera sur podcast. Ouais, je pense que tu peux. Alors, ce sera sur podcast, mais il va être diffusé sur YouTube. Alors, après, là, c'est un nouvel outil que j'utilise. Donc, je sais pas si tu pourras. Ah, j'ai pas l'impression. Ouais, non, tu peux pas. on voit les limites de mon super nouvel outil, mais tant pis. Mais en gros, voilà, j'essaie vraiment d'avoir. On fera un live pour la prochaine fois. Yes, exactement. Mais ouais, d'avoir quelque chose de très poussé, quoi. J'ai 190 points alloués sur la partie quantitative. Et tu mets combien de temps du coup à analyser une entreprise? Parce que ça, moi, c'est le premier truc, tu vois, qui me rebute. Toi, tout à l'heure, tu me parlais des cryptos, que t'avais pas été emmerdé à faire les transferts. Tu vois, moi, une des raisons pour laquelle je limite ma stratégie stock picking, c'est tout ce que tu viens de dire, tu vois. C'est que franchement, j'ai la flemme de faire tout ça. Pourtant, j'adore je fais du stock picking. Ouais. J'ai des checklists aussi, mais beaucoup moins poussées que toi. Mais je me dis, combien de temps déjà tu mets pour analyser une boîte, tu mets combien de temps? Alors en gros, j'ai tout processisé et j'ai la chance avec moi dans le programme d'avoir un bras droit qui m'aide. Donc en fait, on est 2 là-dessus, donc forcément déjà ça me fait gagner du temps. Mais ça aussi, c'est l'avantage d'avoir une activité digitale et de pouvoir m'entourer avec des personnes qui sont passionnées et compétentes. Et en gros, une analyse quantitative, ça prend à peu près une demi-heure. Donc d'aller récupérer toutes les données et de remplir la fiche. Parce qu'ensuite, tu vois, tu as juste à créer un modèle sur Notion et tu as tout qui est prêt, quoi. Tu as juste à rentrer les données. Donc vu que c'est déjà tout fait, ça va beaucoup plus vite. Et après, sur l'analyse fondamentale, c'est là où c'est beaucoup plus long. Ça prend entre 4, 5, 6 heures en fonction de la boîte. Okay. C'est long, mais beaucoup moins long que ce que peuvent faire d'autres personnes. Il y en a qui poussent l'analyse encore plus loin, tu vois.
Ok. Donc, il faut compter, ouais, on va dire une bonne journée, quoi. Si tu veux analyser une bonne boîte, enfin, si tu veux bien Ouais, l'analyser, en tout cas, il faut compter une bonne journée. exactement. Et du coup, on les met à dispo des membres dans le programme et on en fait une par semaine. Sur les Ok. entreprises qui ont eu les meilleures notes au niveau quantitatif. Ok. Et après, la question que je me pose, c'est ça, tu fais ce travail-là donc avant d'acheter une valeur, mais est-ce que Mm, tu mm. fais aussi ce travail-là régulièrement sur tes valeurs existantes? Parce que tu vois, c'est aussi tout ça le problème pour moi du stock picking, c'est que, Yes. comme on a dit tout à l'heure, il faut prendre des décisions. Donc, à quel moment tu vois, tu te dis, bon, ok, elle reste plus critère, donc je vends. Donc, est-ce que du coup, tu fais ce travail-là aussi sur tous les, je sais pas moi, les 15-20 lignes que tu as dans ton portefeuille, par exemple? Ouais, exactement. Ben, en fait, alors, tu as plusieurs échéances pour les personnes qui nous écoutent au niveau des entreprises. On a plusieurs échéances dans l'année. Tu as une échéance annuelle, donc le rapport annuel, où vraiment, ça va être tout le résumé de ce qui s'est passé sur l'année 2023, par exemple, pour le rapport annuel 2024. Et tous les trimestres ou semestres, en fonction des zones géographiques, on va avoir des rapports, du coup, un peu des checkpoints, quoi, comme en rallye. Tu as le checkpoint du premier trimestre, du deuxième trimestre, et tu vas avoir des informations à ce moment-là. Donc, en gros, moi, ce que je fais, c'est que je suis les entreprises au niveau de mon portefeuille, sur les résultats annuels, évidemment, et sur les résultats trimestriels. Après, si les résultats trimestriels collent à mon hypothèse initiale, je ne vais pas forcément refaire une analyse ultra poussée à chaque fois. Hmm. Parce que la boîte, elle va pas changer du tout au tout d'un trimestre à l'autre. Par contre, si je vois qu'il y a des petites alertes et que par exemple, j'ai vendu une boîte récemment, c'était Bristol Myers Squibb, qui respectait plus du tout les critères que je voulais dans mon portefeuille. C'est une boîte que j'avais achetée avant même de mettre ce système en place. Parce qu'en fait, j'ai toujours des boîtes que Ok. j'ai achetées avant de mettre en place ce système. Donc, je suis en train un peu de faire un arbitrage doucement sur mon portefeuille. Nettoyage. Exactement. Je n'ai pas beaucoup de lignes là, j'en ai 18, mais j'aimerais encore réduire pour arriver entre 12 et 15 max. Et du coup, cette boîte-là a annoncé par exemple qu'un un de ses médicaments, qui était en phase d'essai clinique terminal, avait montré qu'il n'était pas efficace. Tu vois, ça c'est le genre de news que tu n'aimes pas trop. Donc tu regardes un peu ça au niveau du résultat trimestriel, tu regardes les différentes prévisions des analystes, tu regardes si les résultats ont été bons, si l'entreprise est toujours en croissance, etc. Et au final, parfois tu te rends compte que les fondamentaux ne collent plus. Et là, tu dois prendre une décision. Est-ce que je pense que l'entreprise va se redresser, c'est une mauvaise passe et je garde ma confiance dans l'entreprise? Est-ce que je vends parce que c'est vraiment les fondamentaux sont dégradés, ça ne colle plus du tout à l'hypothèse initiale que j'avais et donc je veux plus cette entreprise? Ou alors est-ce que c'est vraiment par exemple, tu vois, un effet court terme d'une annonce ou un effet court terme d'un truc qui va pas forcément avoir d'impact sur le long terme et par contre ça va faire chuter le cours et c'est potentiellement une opportunité, tu vois. C'est là Hmm. où ici il faut c'est là où il y a Ouais. toute la Prendre la complexité du stock décision. picking. Exactement. Et Hmm. vendre est beaucoup plus dur pour moi qu'acheter. Hmm. Ah Parce bah. qu'acheter, tu te bases sur tout le passé. Donc tu te Hmm. bases sur 90% de données qui sont des données que tu peux retrouver facilement et des données historiques sur la croissance, sur, etc., etc. Vendre, c'est beaucoup plus dur parce que tu fais une estimation de ce qui va se passer dans le futur. Et là, acheter aussi, mais enfin, je trouve plus dur de vendre que d'acheter. Je sais pas toi de ton côté, mais Ah, moi, c'est exactement pareil. Moi, j'ai le même problème. Et c'est aussi dur, je trouve, de vendre quand t'as une super perf que quand t'en as une très mauvaise. Parce que je pense que toi, comme moi, quand tu fais du stock picking, tu peux pas avoir tout en vert. Alors peut-être que toi, oui, je sais pas. Mais en tout cas, moi, sur mon stock picking, j'ai pas ouais, tout en vert. là j'ai tout en J'ai du vert. vert et du rouge. Ah, bah, très bien. Allez Ouais, voir Clément pour le stock picking, ce sera mieux. après, j'ai coupé les mauvaises lignes, tu vois. Donc on va en venir, je pense, Ah, sur le ok, sujet, d'accord. ça peut être intéressant. Ouais, mais moi aussi, tu vois, j'ai moins de rouge parce qu'il y en a certains que j'ai coupés, mais aussi parce que j'ai changé de stratégie aussi avec le temps, avec mes connaissances qui évoluent, forcément, j'ai coupé certaines lignes en gain et en perte, hein, les deux. Mais je trouve que c'est très dur de couper, que ce soit, enfin, comme je suis d'accord avec toi, c'est super dur de vendre, à la fois quand t'as baissé, parce que tu te dis, ouais, mais là, si je rachète, je fais baisser mon PRU, j'attends 2-3 mois, attends, je retrouve mon PRU, et du coup, je sors flat. Et quand t'as pris 60% sur une valeur, ce qui est quand même très compliqué à faire avec un ETF, on va pas se mentir, enfin, du moins sur du court terme, bah, du coup, tu te dis, mais elle va continuer de s'envoler, quoi. Donc, si je la vends, bah, je vais couper, enfin, tu sais, t'as cette fameuse On va expression en couper bourse hein, qui les dit il faut mauvaises laisser herbes et voilà il faut couper les pertes et laisser courir les gains tu vois mm, donc tu dis ah mais je vais encore laisser courir mes gains parce que bah si je coupe trop tôt machin donc je trouve que dans les deux sens c'est difficile et moi ce que je m'efforce de faire c'est quand ma stratégie s'affine, mes convictions s'affinent, et je suis de plus en plus en train de me rapprocher de ta stratégie, hein, pour être franc avec toi, hein, sur la stratégie qualité. Et j'avais une autre stratégie, enfin j'ai testé tellement de stratégies, de toute façon, que j'ai des trucs que j'ai fait vraiment pour tester, et là où je suis plus aligné,
Et c'est dans cette stratégie-là où je vois que je suis énormément en perte et d'autres en gain, malgré que c'est une stratégie que je ne veux plus, et j'ai quand même du mal à couper, tu vois. Ouais. Parce que tu t'attaches, il y a aussi un côté sentimental aussi, des fois tu t'attaches un peu aux valeurs, c'est un peu bizarre. Tu t'attaches aux valeurs et je te rejoins sur le fait, moi j'ai plus du mal à couper quand c'est en gain, tu vois, que quand c'est en perte. Quand c'est en perte, j'ai pas trop de scrupules à encaisser mes pertes. Parce que ça aussi, je sais pas si toi t'as ce retour-là, mais c'est quelque chose qui me rend fou parce que j'ai l'impression que les gens, que certaines personnes, je ne mets pas une généralité, mais ne comprennent pas les mathématiques. Et l'investissement, c'est en partie des maths. Mais quand tu coupes une perte, que tu récupères ton capital et que sur ce capital-là, tu le réinvestis ailleurs et que tu fais une bonne performance, c'est toujours mieux que de le laisser continuer de descendre. Pertes, hein. Bah ouais. Ou VGT, ou même VGT. Hein. Oui, bien sûr. Parce que pour le coup, en France, on a quand même un avantage fiscal, c'est que les moins-values sont, du coup, il n'y a pas d'impôt dessus, et en plus, sont reportables sur 10 ans. Donc, si tu encaisses ta moins-value, que tu la réalloues autre part, qu'elle te fait une plus-value, tu vas pouvoir en fait profiter de la moins-value que tu as encaissée pour presque encaisser ta plus-value future. Net d'impôt. Net d'impôt. Donc, ça aussi, c'est un petit... Bon, après, on s'avance pas trop. Si vous regardez dans ce podcast dans 2 ans et que... il y a un autre parti politique au pouvoir, peut-être que ça aura changé. Ouais. Ou peut-être dans 2 semaines. Hein. Ou peut-être dans 2 semaines également. Donc ouais, et ouais, j'ai pas trop de mal à couper les moins-values, tu vois. Genre, ça m'est arrivé un paquet de fois. Je me suis pris une sacrée gamelle sur Alibaba. Et j'avais acheté... Moi aussi, je l'ai pris, celle-là. Ouais, bah tu vois, pourtant au niveau... C'est là qu'en fait, tu peux pas prendre que des bonnes décisions parce qu'au niveau... fondamental au niveau des finances, etc. Alibaba, au moment où je l'ai acheté, c'était une belle boîte. Mais facteur géopolitique, facteur politique interne à la Chine, Jack Ma qui fait des folies à dire qu'il va inventer une banque privée alors que c'est un pays communiste. Enfin, mauvaise idée, quoi. Genre disparition, cours qui chute, sale histoire. Et du coup, ouais, donc encaisser les pertes, pas trop de problèmes. Par contre, j'ai plus de mal à couper les gains sur certaines boîtes qui ne respectent plus 100% des critères aujourd'hui. Quand tu es monté, tu te dis putain, pourquoi s'en priver, quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai une boîte aujourd'hui qui, attends, je prends mon téléphone, j'ai fait 270% dessus, 268,23%. Et en fait, elle correspond plus tant que ça aux fondamentaux et aux critères de qualité que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Mais et tu sais qu'elle t'a tellement rapporté que ça fait chier de la boîte à la couper, quoi. Bah c'est un peu mon petit bébé, tu vois, genre 270%, tu fais pas ça tous les jours. Attaché à la valeur, quoi. Ouais, et bon, après, c'est là aussi où je pense que le stock picking est complémentaire des ETF, c'est que certes, on est là pour faire poser ces questions, en fait. Voilà, et je suis entièrement d'accord que de toute façon, on est là pour faire des choses qui sont sensées, intelligentes et avoir un rendement et faire de l'argent. C'est quand même le but de l'investissement. Mais si tu peux avoir un peu ces petits plaisirs de temps en temps sur quelques valeurs qui vont avoir des très belles performances, et c'est quand même, je sais pas, ça ajoute du fun à la route d'investisseur, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime avec le stock picking. Yes. J'avais encore, je reviens encore sur les premiers éléments que tu m'as dit sur la stratégie qualité. J'ai encore des questions à te poser là-dessus. Yes. Tu as dit un truc qui, moi, me parle énormément parce que, comme je dis, je suis de plus en plus en train de me rapprocher de cette stratégie-là. Avec, du coup, alors moi, j'ai pas tous tes critères, mais quand je trouve des critères de qualité qui me vont, donc des finances saines, un endettement maîtrisé, une rentabilité top et des marges élevées, par exemple, chaque fois genre, dans ma checklist, c'est tout qui est au vert. Il y a toujours un truc qui est au rouge, c'est la valorisation. Soit un PER trop élevé, soit les surévaluisés, machin. Donc, comment tu fais quand tu as celle qui est la boîte parfaite dans tous tes critères, mais qu'en fait, elle est déjà... Enfin, que tout le monde... En gros, c'est que tout le monde l'a vu avant toi, donc elle est pricée, elle est surévalorisée, elle a un PER dément par rapport à ce que devrait avoir. Comment tu raisonnes dans ces cas-là ? Est-ce que tu te mets par exemple un ordre à court limité en disant ok, moi je l'achèterai tant qu'elle sympa cette valeur. Est-ce que tu la surveilles, tu es en watchlist et tu te dis voilà machin. Ouais. Comment tu fonctionnes avec ce genre de valeur ? Alors déjà, je l'achète pas parce que ça aussi, point très important, mais je pense et je suis persuadé que dans une stratégie d'investissement, t'as beau avoir une action de très bonne qualité, si tu l'achètes au mauvais moment, tu peux avoir une performance de merde. Exemple d'aujourd'hui, Nvidia, c'est une très belle boîte, mais il faut pas l'acheter aujourd'hui alors qu'elle a fait quasiment 3000% en 5 ans. Genre, elle est au summum, elle est au top. 70, et, ouais, exactement. Et en fait, ce que comprennent pas trop les gens, c'est que cette valorisation-là, elle est donnée à Nvidia parce qu'elle fait une très forte croissance aujourd'hui, qu'elle a des résultats qui sont monstrueux. Mais est-ce qu'elle va pouvoir tenir cette croissance-là
Bah, je pense pas, tu vois, elle va pas pouvoir annoncer 100% de croissance sur les trimestres. Impossible. Le jour où elle va annoncer un ralentissement de la croissance, bah, ça risque de se péter la gueule. Exactement. Donc, il faut aussi prendre tous ces caractères en compte. Donc, une entreprise qui est largement survalorisée, j'achète pas. Et en fait, j'ai un tableau de valorisation où, en fait, j'ai un tableau de valorisation avec des prix justes calculés par différents sites. Ensuite, je prends une marge de sécurité. Ensuite, j'ajoute des points en fonction, enfin, je diminue la survalorisation en fonction de la qualité de la boîte. Une entreprise qui, sur mon barème, obtient 10 étoiles, va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre pour l'acheter un petit peu plus cher. Et une entreprise qui a, par exemple, 7 étoiles aura un peu moins de marge de manœuvre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est pour essayer de surpondérer un peu et de laisser un peu plus de chance aux entreprises de très très haute qualité qui sont vraiment des petits bijoux, parce qu'il n'y en a pas... Franchement, ça se compte sur les 10 doigts de la main, des entreprises qui sont vraiment exceptionnelles, c'est vraiment rare. Et donc du coup, voilà, je les surveille. Et après, malheureusement, Et pas d'ordre à court limité alors? Non, pour moi, quand tu rates le train, tu rates le train. Tu surveilles. Ouais, et je pense qu'il y a quand même des entreprises qui sont intéressantes, qui sont tout de même intéressantes aujourd'hui, tu vois. Même si les marchés sont très valorisés, je pense à, par exemple, Alphabet, qui n'est pas une boîte, qui est une très très belle boîte, mais qui n'est pas non plus valorisée à des ratios de valorisation dément. Il y a Visa, Mastercard, LVMH aussi dans le luxe, qui est une boîte qui aujourd'hui est un sacré conglomérat et une très très grosse boîte. Ouais, c'est un peu un ETF luxe. Et pourtant, elle n'est pas valorisée. Sauf qu'elle a un peu corrigé, c'est un peu calmé, quoi. Elle a énormément performé l'année dernière, mais là, cette année, elle est revenue à des valorisations correctes, quoi. Comme quoi, il ne faut pas s'emballer, tu vois. Parce que l'année dernière, il y a des gens qui ont acheté LVMH. Exactement. Et qui sont à moins 10%, quoi. Alors que... Ouais. Mais il ne faut pas non plus attendre... ouais, de ouf. Mais après, il ne faut pas non plus attendre ad vitam aeternam, tu vois, parce que parfois, des boîtes, tu vois, elles vont continuer de monter et tous les ratios de valorisation vont venir s'ajuster en fonction de leur croissance aussi. Parce que l'entreprise, plus elle croît, c'est le PER, par exemple, c'est le prix sur le bénéfice net par action. Donc, si ton bénéfice net par action augmente, ton PER peut baisser alors que c'est au même prix. Ou il peut même baisser si ton prix monte un petit peu moins vite que ce que monte ton bénéfice net par action, tu vois. Donc, il faut aussi arriver à anticiper le fait que certaines boîtes vont avoir des fortes croissances ou d'autres boîtes qui vont avoir des plus faibles croissances et qui, elles, ont des PER qui sont débiles. Yes. Et j'avais une autre question sur... Alors là, c'est plus global et limite pas philosophique, mais bon, plus sur la stratégie globale, tu vois. Et alors, après, est-ce que c'est parce que c'est un syndrome où je regarde que des créateurs de contenu qui m'intéressent et me passionnent et que j'ai ce biais-là, mais j'ai l'impression, tu vas me dire ce que t'en penses, que c'est un peu aussi la mode, tu vois, la stratégie qualité. Tu vois, je t'interviewe toi, j'ai interviewé Joe de Boursogramme, Xavier Delmas, et ils ont tous cette approche qualité. Alors ça reste des créateurs que j'adore et sur lesquels j'aligne ma philosophie, mais j'ai aussi un peu l'impression que c'est un peu la stratégie de tendance. Est-ce que c'est pas aussi un risque? Alors je vais te poser deux questions. Première question, est-ce que tu as aussi ce sentiment-là que tu as l'impression que la stratégie qualité, ça devient un peu la stratégie de tendance stock picking? Première question. Deuxième question, est-ce que du coup c'est pas un risque et que du coup on n'est pas dans une sorte de hype? Alors c'est pas une hype comme une action en tendance, hein, mais est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de hype? En ce moment c'est la qualité et peut-être que, je sais pas, demain c'est la value ou c'est la croissance ou c'est le momentum ou c'est les dividendes qui reviennent et du coup en fait les actions de qualité vont se casser la gueule. Donc il y a un peu ces deux questions en l'une. Quel est ton ressenti là-dessus? Alors je pense que effectivement c'est peut-être un peu à la mode aujourd'hui. Après, comme tu l'as dit, on est très vite... on nous montre ce qu'on a envie de voir, tu vois, sur les réseaux. Donc, nous montre ce qu'on veut voir. Donc, ouais, exactement. Est-ce qu'on n'est pas biaisé, quoi? on peut être biaisé. Après, je pense que... En fait, moi, je suis pas... je sais très bien qu'il y a des investisseurs qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, des analystes qui sont formés, qui ont beaucoup plus de connaissances sur le stock picking. Mais en tant qu'investisseur particulier, je pense ne pas être trop con, ou en tout cas j'essaye. Et je me dis que cette stratégie-là, c'est peut-être la stratégie qui a le meilleur rapport entre le rendement potentiel et le risque. Parce que aller sur des entreprises de qualité, c'est des maths, tu vois. Genre, les finances... Ouais, tu te prémunis des risques, finalement. Exactement. En fait, les finances, tu les checks, tu vois. Si tu as une entreprise qui a une bonne croissance, une bonne profitabilité, de bonnes marges, qui a des avantages concurrentiels, qui a, par exemple, une santé financière très bonne, avec peu de dettes, une dette bien maîtrisée, qui a un dividende qui, je sais pas, avec un payout ratio, un ratio de distribution de 30%, donc pas du tout quelque chose de démentiel et qui peut le verser de manière très correcte. Enfin,
toute cette checklist-là au niveau quantitatif, ensuite au niveau fondamental et ensuite au niveau de la valorisation, comme je te l'ai dit, attends, faudrait que je boive de l'eau là, mais j'en ai pas. Je commence à bafouiller. Yes. Mais en gros, ouais, ça nous prémunit des risques. Donc, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup plus de performance avec du moyen terme, avec du trading, avec du small cap value par exemple. Mais en tant qu'investisseur particulier, je pense qu'il y a une méthodologie qui est faisable, qui est applicable à la stratégie qualité et qui a tout de même fait ses preuves sur de gros investisseurs comme par exemple Terry Smith, je ne sais pas si tu connais, Peter Sellern aussi, qui est une entreprise, qui est un investisseur qui investit dans des actions quality growth, donc de qualité de croissance. Donc globalement, ça a plutôt fait ses preuves. Maintenant, il y a d'autres stratégies qui fonctionnent, hein, la stratégie croissance, la stratégie value, mais pour moi, c'est des stratégies qui, certes, peuvent avoir plus de rendement, mais qui sont plus risquées, dans le sens où la value... Plus volatile aussi. Ouais, plus volatile. Par exemple, si on prend la stratégie value, c'est une stratégie qui vise à sélectionner des titres qui sont décotés. S'ils sont décotés, c'est la plupart du temps qu'il y a quand même une petite raison. Ou alors, tu as trouvé vraiment The Pépite qui est incroyable et décoté en même temps, ce qui est tout de même assez rare. Ça peut être le cas, mais je pense que ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. Si elle est décotée, c'est qu'il y a quand même une raison. Et en fait, la stratégie value, c'est pas une stratégie qui vise à faire un pari plus important sur une entreprise, sur le redressement d'une entreprise, sur l'évolution future d'une entreprise, alors que la stratégie qualité, c'est pas forcément un pari, c'est juste factuel. Aujourd'hui, cette entreprise-là fonctionne et elle fonctionnera encore pendant, je pense, les 5-10 prochaines années. Et c'est plutôt sur ça que je me base. Je t'arrête juste là, je trouve que la stratégie qualité, finalement, est plus passive que la stratégie value. Parce que la stratégie value, elle demande aussi à ce que tu vendes quand tu considères que le marché l'a remis à sa bonne valeur. Alors que la quality théoriquement, t'as pas de prix, on va dire, t'as pas d'objectif de vente finalement. Alors, à part si les fondamentaux sont plus respectés, mais t'as pas d'objectif de prix, voilà, c'est plutôt ça comme ce que je veux dire. Alors qu'avec la stratégie value, finalement, il faut quand même que tu dises, ok, moi je considère que la juste valeur c'est ça, et je revends à ce moment-là. Et on le sait, la psychologie des investisseurs, on en a parlé tout à l'heure, quand ça revient à ce prix-là, est-ce qu'à ce moment-là, tu auras les, excuse-moi du terme, est-ce que tu auras les couilles de vendre ou est-ce que tu vas pas te dire, bah non, elle va continuer de monter. Et puis finalement, en fait, non, en fait, tu vois, ça demande un peu plus de... je trouve que c'est un peu moins passif. Un peu plus actif, ouais. En fait, la stratégie qualité, l'avantage, c'est que tu fais un énorme travail. Le but de cette stratégie-là, c'est de ne pas te planter quand tu t'achètes la boîte. C'est d'être sûr à 95% que ton choix est bon, que c'est une bonne entreprise à acheter. Et même si la valorisation est un petit peu élevée, on le voit, hein, genre il y a des entreprises qui sont survalorisées depuis des années. Hermès, une entreprise de très très bonne qualité, peut-être trop survalorisée aujourd'hui, mais elle est survalorisée depuis 5-10 ans presque. Enfin, j'en sais rien, je dis des chiffres au hasard, peut-être qu'on va me contredire là-dessus, mais globalement c'est une entreprise qui est survalorisée depuis longtemps. Et pourtant les investisseurs qui ont acheté cette boîte-là, même survalorisée, continuent de faire une bonne performance, parce qu'en fait elle est tellement de qualité et progresse tellement que ça vient compenser un peu l'achat avec cette survalorisation de la boîte. Donc ouais. Et pareil pour la stratégie croissance, tu vois, le but c'est vraiment d'essayer de trouver des entreprises qui vont faire une forte croissance, et ça revient un peu plus à faire un pari. Est-ce qu'elle va vraiment réussir à faire cette croissance-là? Est-ce qu'elle va réussir à tenir cette croissance? Pour moi, il y a un risque qui est quand même plus élevé sur la croissance, parce que généralement, quand tu fais une stratégie de croissance, les finances, ça peut être des boîtes qui sont pas rentables aussi. Donc avec un bénéfice net inférieur à 0, moi je sais que pour moi c'est devenu un red flag ça, mais parce que je suis pas une stratégie de croissance, mais parce que pour moi c'est un risque vraiment élevé quoi, de prendre une entreprise qui n'est pas rentable aujourd'hui. C'est un potentiel de gain plus élevé, c'est sûr, mais c'est aussi un potentiel de perte plus élevé. Donc après ça dépend aussi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quelque chose qui, en fait, je pense à force de discuter avec des personnes qui pensent un peu comme moi, parce que mine de rien, on se rapproche un peu des gens qui ont la même stratégie et tout, donc effectivement on peut y avoir un biais, mais je pense que j'arrive pas à concevoir le fait d'investir sur des boîtes qui ne font pas d'argent. Toi, Thomas, tu as une société. Aujourd'hui, si je sais pas, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, mais que tu crames 150 en pub et en dépenses pour les équipes. Il y a un truc qui va pas, quoi. Mais dans quel monde? Tu vois, dans quel monde tu te dis tu vas cramer de l'argent tous les ans à un moment donné? C'est pas ça. Et pour les big boîtes, c'est pareil. Leur objectif, c'est de faire de l'argent. Donc certes, c'est pas le même monde. Surtout pour les startups, ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de cramer pour étendre un petit peu leur marché. C'est vraiment un monde différent. Mais moi, en tant qu'investisseur particulier, je vais pas m'aventurer à acheter des entreprises qui font pas d'argent, tu vois. Et pourtant, ça arrive tous les jours.
Putain, moi, je reçois des messages de personnes qui achètent des boîtes de merde, mais genre vraiment, c'est catastrophique. Ah, mais Et moi, encore, j'ai tu me certains dis, clients aussi où je vois ce qu'ils ont et je suis obligé de rester un petit peu neutre. Mais par exemple, moi, tu vois, je suis pas fan des biotech. Je pense que toi non plus, tu vois. bah non, Euh, quand je vois qu'il a mis la moitié de son portefeuille dans une biotech et que tu vois la courbe, tu sais, c'est ce genre de courbe où tu sais, ça fait un énorme pic et après elle fait comme ça, ouais. et elle est comme ça. T'avais Puis suivi lui, il a acheté là quand c'est tout en bas. Et je lui dis non, mais il me dit ouais, mais elle est allée là, elle peut y retourner. Je lui dis bah en fait non. Oui, elle peut, mais Ouais. le pourcentage de chances qu'elle y retourne il est quand même extrêmement faible. Il y a tout autant de chances pour qu'elle continue d'aller à la cave, quoi. Et je Mais lui dis au-delà de ça, exactement. regarde les fondamentaux et regarde bah, est-ce qu'elle fait de l'argent, est-ce qu'il y a des marges, et ce machin. Enfin, et Et il y a plein de choses, tu vois, qui sont évidentes pour nous, parce que je pense qu'on a, mine de rien, malgré nous, un peu le syndrome de l'expert, tu sais, où, mine de rien, ça fait quand même de nombreuses années qu'on est dans le milieu, donc il y a des choses qui sont évidentes pour nous, qui sont pas évidentes pour tout le monde. Mais premièrement, une action peut toujours aller plus bas. Exemple, Hmm. Orpea, ça se plante et ça continuera de se planter. À mon avis, cette boîte, elle est morte. Athos. Une entreprise, Atos, qui fait 40% et qui a reperdu 8 aujourd'hui parce qu'au final, ils ont dit qu'ils prenaient pas le board. Il y a des boîtes qui font faillite. Et enfin, il y a vraiment enfin, la bourse, c'est pas un jeu, tu vois. Genre, c'est pas, j'ai envie de faire un coup, c'est rigolo. Je mets 3000 balles sur Air France parce que j'aime bien leurs avions. Non, non, tu vois, genre, ne mets pas ça, enfin, fais pas ça. Et peut-être que fais ça si t'as vraiment envie d'avoir un portefeuille, genre en mode Nassim Taleb, le barbell portfolio, là, où t'as 90% ETF et t'as envie de faire le Golemont avec les 10% restants et t'as envie de faire du gambling, à Le faire des, gambling, des ouais. coups. Ok, c'est vraiment sa Ça peut stratégie, être t'as une envie de t'amuser, tu stratégie vois. aussi, hein. Ça peut être une Ouais, stratégie où tu dis j'ai 90%, voilà, je vise le marché, et 10%, c'est de l'amusement pur, quoi. Mais tu pars ouais. du principe que, bah voilà, que comme tu dis, Et hein, ces c'est du gambling, 10% quoi. Tu peux tout là, perdre. te permettent de protéger tes 90% parce que tu sais que ça te permet de faire toutes les merdouilles que t'aurais fait avec potentiellement 100% de ton capital, tu vois. Mais C'est ouais, ça. c'est passionnant tout ça. Moi j'adore. Ouais, j'ai une dernière question sur la stratégie stock picking. On a parlé un peu de croissance value. Je voulais savoir quel est toi ton avis ou ton ressenti sur les stratégies à dividendes, que ce soit dividende croissant, gros dividende. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Donc, j'ai compris implicitement que tu n'en avais pas dans ton portefeuille, mais toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu en as les unes et que tu vois un dividende? Voilà, qu'est-ce que tu penses moi, des stratégies à dividende? Alors j'ai quasiment, tu vois, pour te contredire rapide, j'ai quasiment que des actions à dividendes. Ah, Mais, ok, d'accord. j'ai un yield moyen sur mon portefeuille qui est aux alentours de 1%. Donc j'ai Hmm. vraiment des actions qui sont à faible dividende. Et Mais pourtant, ça dividende m'empêche pas croissant, d'avoir. j'imagine. Ouais, bien sûr, dividende croissant, mais en fait, pour moi, ça part juste de la base des choses. Tu es investisseur aujourd'hui, tu as 20 ans, tu veux une rente quand tu auras 50 ans, qu'est-ce que tu vas m'acheter des entreprises à dividendes, forts dividendes, etc., qui font pas de croissance, qui te reversent un dividende à 7% et qui ont un cours qui se dévalue de 5% tous les ans. Tu fais une performance de 2% sur ton capital tous les ans, ça sert à rien, tu vois. Genre, c'est pas aujourd'hui que tu veux avoir ta rente, c'est dans 30 ans. Hmm. Donc pourquoi tu mets pas tous ces efforts à essayer de développer le plus gros capital possible pour potentiellement à ce moment-là Faire un transvaser switch ou et acheter faire un directement switch, des... avoir la fiscalité à ce moment-là, tu vois, mais soit faire un switch à ce moment-là sur des entreprises à dividendes, mais ça risque de te coûter beaucoup d'argent, soit faire une stratégie à la fois mi-dividende, mi-rente par vente, et tu profites Mhm. de ton capital, tu vois. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir rente, c'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va Mhm. changer dans ton quotidien, tu vois, d'avoir 50 euros attends, on dirait que je suis en train de te gronder là, ça, c'est un sujet de temps. Ouais, j'ai rien fait, monsieur. Mais ouais, je sais pas ce que tu as comme avis, mais pour moi, il y a des gens qui aujourd'hui investissent sur les dividendes. Alors certes, les entreprises à dividendes croissants sont souvent des entreprises de qualité, donc on peut avoir une certaine Mhm. corrélation avec une performance, avec ce genre de choses-là. Oui, il faut le prendre en compte, oui, c'est important, mais ça ne doit pas... La rente, quand on peut avoir une rente de 50 euros avec nos investissements en bourse, ça ne doit pas être la... Si c'est avoir une rente, avoir des dividendes pour les réinvestir directement, c'est pas le focus, tu vois, pour moi. Mhm. Je sais pas ce que t'en Bah, penses toi de ton côté. bah écoute, moi j'ai fait une formation qui s'appelle Smart Dividend et c'est ce que j'explique. Alors je fais un teaser, je suis pas très bon vendeur parce que j'espère que je vais quand même en donner envie d'acheter à mes auditeurs. Mais dans la formation Smart Dividend, en gros, je dis qu'il y a deux stratégies en fait. Tu as soit la stratégie t'es rentier, en fait, tu veux une rente immédiate. Et là, du Mm. coup, oui, il faut viser les gros dividendes et on s'en fout de la valorisation, on s'en fout de la plus ou moins value parce que c'est pas ce qu'on vise. On vise une rente.
Comme finalement quand tu achètes de l'immobilier de rendement, tu vois, c'est le même concept pour moi. Et Ou là, des oui, tu CPI. vas chercher des boîtes, du Coca, du McDo, du Realty Income, des choses comme ça. Par contre, si aujourd'hui tu as 30 ans et que tu cherches à préparer ta retraite ou ta liberté financière précoce, peu importe, et que tu cherches à valoriser ton capital, non, aucun intérêt. Parce que c'est des boîtes, comme tu dis, qui peut-être verseront du 4, 5, 6%, sur lequel tu es fiscalisé, donc tu enlèves 30%. Bien sûr, on est sur le CTO, mais on sait que la majorité des boîtes à dividendes sont quand même aux US. Et en contrepartie, le potentiel de valo, il est quand même assez faible, quoi. Il peut être en plus négatif, donc voilà. Donc moi, je te rejoins là-dessus, et moi, quand je parle de stratégie à dividendes, pour, on va dire, les gens qui souhaitent préparer leur futur, leur retraite ou valoriser leur capital, c'est de prendre plutôt des dividendes croissants et plutôt se focus sur d'autres paramètres comme voilà, les fondamentaux, quoi. Et de regarder quelle est la croissance du dividende en priorité plutôt que le rendement, si tu cherches pour plus tard. Et c'est un critère à prendre en compte. Tu vois, moi, dans mon système, là, sur 190 points, les dividendes, ça compte pour 24 points. Donc, je regarde la croissance du dividende sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, toujours pareil. Je regarde si le dividende est augmenté plus vite que l'évolution du bénéfice. Parce que pareil, une boîte qui augmente son dividende plus vite que son bénéfice, il y a un problème. À un moment donné, les courbes vont se croiser et ça va capoter. Je regarde le ratio de distribution. Donc, il faut regarder des choses à ce niveau-là. Et c'est très intéressant de les regarder. Mais ça doit être marié à tous les autres critères qui sont tout aussi importants. Et on ne doit pas acheter une entreprise parce qu'elle verse 3% de dividendes et qu'elle augmente de 10%. Si elle fait ça, mais qu'en fait... Si elle a des fondamentaux pourris à côté, ça sert à rien, quoi. Ouais. Il y a même des boîtes, comme Orange a pu le faire sur 1 ou 2 années, qui ont versé plus de dividendes que ce qu'ils ont fait de résultats nets. Ouais, là, ça pue. Donc là, là, il y a un problème. C'est comme si on reprend l'entreprise de Monsieur Thomas. Imaginons que tu fais 30 000 euros de bénéfices et que tu décides de t'en verser 50 000 et que tu les as pas sur les comptes. Il sort de l'argent, quoi. Bah ouais. Il sort de la dette. Il s'endette pour verser des dividendes, quoi. Et ouais, mais ça sort de la dette. Donc c'est pas très très bon. Ça pue. Ouais, c'est pas fou. Complètement. Et alors, encore une dernière question, et après, je promets qu'on clôturera l'épisode. Mais du coup, ça veut dire que toi, est-ce que c'est un critère quand même? C'est-à-dire que, donc j'ai bien compris tes critères, que tu vises plus la croissance et les fondamentaux, mais est-ce que par exemple, si tu as une entreprise qui coche toutes les cases, mais qui ne verse pas de dividendes parce qu'elle préfère le réinvestir dans la boîte, est-ce que c'est une boîte que tu pourrais quand même acheter, ou il faut quand même un petit dividende qui soit croissant? Alors, j'aime bien les actions à dividendes. Ça, j'en ai parlé dans un podcast avec Roman aussi. C'est un peu un de mes mentors. C'est avec lui que j'ai commencé. Et on est assez d'accord pour dire qu'une boîte qui verse un dividende, c'est un peu un signe de maturité de la boîte. Une boîte qui verse des dividendes s'engage auprès de ses actionnaires à verser un dividende, et d'autant plus s'il est croissant. Donc elle ne peut pas faire n'importe quoi, elle ne peut pas investir à tort et à travers et ne pas avoir d'argent à verser à ses actionnaires à la fin de l'année. Ça ne fait pas sens. Après, ce que je regarde, moi, c'est vraiment plus l'allocation de capital en général. Donc dans l'allocation de capital d'une boîte, tu vas avoir soit le réinvestissement dans l'entreprise pour de la R&D, pour du marketing, pour des acquisitions potentielles, voir si la boîte fait des bonnes acquisitions. Par exemple, LVMH, on reprend l'exemple d'LVMH qui est aujourd'hui un conglomérat de plus de 70 marques. Ces 70 marques, elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain. C'est la famille Arnault et LVMH qui ont fait des acquisitions petit à petit et qui ont augmenté leur portefeuille. Et ça a plutôt très bien marché parce qu'on a vu un peu l'empire qu'ils ont construit. Donc, par exemple, ça, c'est une très bonne allocation de capital. Et derrière, tu en as 2 autres pour récompenser l'actionnaire. Soit le rachat d'actions, ce qu'on appelle le buyback en anglais, où l'entreprise va utiliser ses flux de trésorerie pour racheter des actions et les brûler un petit peu. Donc il y aura moins d'actions en circulation et ça peut avoir un effet bénéfique sur le cours et le faire monter. Encore faut-il que ce soit fait au bon moment, parce que si l'entreprise est complètement surévaluée, ça peut être aussi quelque chose qui est, pour l'entreprise, où elle crame du cash en fait. Parce que si l'entreprise est surévaluée, que le cours de son action est trop cher, c'est dommage. Trop cher, quoi. Elle se rachète elle-même trop cher, donc c'est un peu dommage. Donc il y a cette deuxième option. Et la troisième option, c'est le dividende. Donc en soi, je ne veux pas forcément qu'elle verse un dividende. Si elle est très très forte sur l'allocation de capital en interne de l'entreprise pour sa croissance et qu'elle fait du gros rachat d'actions, ça a été le cas d'entreprises comme Google jusqu'à il y a très peu de temps, elle ne versait pas de dividende. Ça a été le cas de Meta également. Ça a été le cas de pas mal de boîtes. Et pourtant, elle fonctionne plutôt bien, tu vois. Mais derrière, si elle verse un dividende, tant mieux pour l'actionnaire. Donc je regarde un petit peu tout, tu vois. Je regarde vraiment plus comment est-ce que l'entreprise utilise son argent. Tu pourrais acheter une boîte qui ne verse pas de dividendes, tu pourrais l'acheter. Si elle a bien sûr, fondamentaux.
Ouais. Ok. Ouais, et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait un système sur 190 points et qu'il y a 24 points pour les dividendes. Parce qu'en fait, quand je soustrais ces 24 points à la note, quand il n'y a pas de dividende, en fait, je fais une note sur 166. Et vu que je la ramène sur 20, ça reste représentatif de la note globale de la boîte. Ça me fait une différence, mais ça me permet aussi de noter les boîtes qui n'ont pas de dividende aujourd'hui. Ok. Mais aujourd'hui, enfin, je suis en train de réfléchir, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté une boîte qui verse pas un petit dividende. Surtout que là, par exemple, Google s'est mis à en verser un. Ouais, Alors que quand tu l'avais globalement, acheté, il n'en versait pas. ouais, elle en versait pas. Ouais, je l'ai C'est acheté. la petite surprise. Ouais, bah, je peux te dire quand est-ce que je l'ai acheté. Parce que je dois avoir les stats ici, mais Google, j'ai commencé à l'acheter début 2022. Ok. Donc, ouais, j'ai Ouais, profité ça fait du déjà creux 2 ans là et demi que tu l'as, quoi. 2022. Ouais, j'ai arrêté l'acheter fin 2023. Donc, j'ai fait 63% dessus. Mm. Donc, Très propre. pas si mal. Ouais, super Clément. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Je pense que j'ai le titre de l'épisode, c'est bon. Je vais le tourner autour de la C'est stratégie qualité. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado? Parce qu'on a quand même beaucoup tourné autour de ça. Ouais, Et puis c'est une stratégie moi qui me passionne et comme je te dis, je la sens un petit peu aussi tendance. Donc je pense que ça peut vraiment intéresser les auditeurs de t'écouter, enfin de nous écouter là-dessus. bah, j'espère que ça Pour aura terminer, plu. est-ce Ouais. que tu peux dire... Ouais, bah, j'espère. Hein. Est-ce que tu peux nous dire où c'est du coup, où c'est qu'on te retrouve? Alors je mettrai les liens bien sûr en description. Enfin, si on veut suivre tes contenus et te rejoindre, où c'est qu'on te retrouve? Ouais, bien sûr. Bah, sur YouTube, donc Clément Bravo, comme mon nom, mon prénom. Et pareil sur Instagram, mon nom, mon prénom, Clément Bravo. C'est ces deux réseaux que j'utilise principalement. Je suis régulier sur les deux et je suis contactable sur Instagram facilement. Je réponds au maximum de personnes, si ce n'est tout le monde. Il y en a quelques-uns qui Trop fort. passent à la trappe parfois, je fais pas exprès, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Trop bien. Mais écoute, je mettrai ça. Et puis, je mettrai peut-être aussi le lien vers t'as une académie, hein, c'est ça aussi, avec tu peux en parler. Profites-en, fais ta pub, Clément, vas-y. Bon, en gros, j'ai un programme assez complet quand même, hein, où il y a 9 modules 9 modules vidéo avec quasiment 100 vidéos dessus, je crois. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Où j'explique, par exemple, comment analyser un ETF, comment aussi analyser une action. C'est vraiment le gros module. C'est un peu mon bébé, celui-là, où il y a quasiment une trentaine de vidéos, où justement, j'explique toute la méthodologie, comment analyser une action au niveau financier, au niveau vraiment fondamental de son activité, de la valorisation. Je donne accès à toutes les analyses que je fais, aux bases de données aussi communautaires sur lesquelles les membres qui font des analyses les mettent à disposition. Il y a du coaching de groupe où je suis là pour échanger, pour regarder un peu les portefeuilles, pour qu'on puisse un peu brainstormer tous ensemble. Il y a également le suivi de mon portefeuille personnel, où je montre un petit peu ce que je fais tous les mois de manière détaillée et précise, basée sur la méthodologie que je transmets dans le programme. Donc voilà, c'est un programme évolutif qui se complète de semaine en semaine. Donc voilà, c'est très cool. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je sais aussi que tu as plein de programmes très intéressants. Donc je pense que tes auditeurs sont quand même plus intéressés par ce que tu proposes et c'est normal. Mais voilà, si jamais vous, si jamais vous voulez venir discuter, c'est avec plaisir. Ouais, complètement. Après, moi, je suis... Enfin, moi, comment dire, je considère ne pas avoir ton expertise de stock picking, c'est pour ça que je me permets d'orienter éventuellement les auditeurs qui veulent aller checker ce que tu fais, parce que clairement, en stock picking, je pense que tu as un niveau au-dessus du mien, largement. Donc voilà, allez checker ce que Clément fait, c'est vraiment top. Et puis, merci à beaucoup. bientôt, Clément. Et puis, de toute façon, je sais pas quand sortira cet épisode, mais voilà, je passerai aussi chez Clément prochainement, donc Yes. si vous allez voir... le match retour, ça va être à moi de sur, te cuisiner avec plein de questions sur les SCPI, ce genre de choses-là que je connais moins. Ça va être très cool. Ça marche. Bah écoute Clément, à très bientôt. Merci encore d'être passé Merci sur le à toi. podcast et puis à bientôt. Salut.